unité, dans une conscience partagée, toute de conscience individuelle portée à un optimal degré de plénitude. Conscience, dès lors, toujours en devenir, dans un essaim d'images. C'est pourquoi elle relie, relaie, relate, rallie, allie, et que ce mouvement ressemble à de la joie. Les vents de l'univers s'étaient réunis. Les typhons et les alizés, les tramontanes, les frimas, qui ne ventent pas mais qui avaient été autorisés à cette assemblée, les simis et les siroccos allumeurs de feu, les autans et les norois, les bons vents de pays au nom limité à quelques vallées ou à d'étroits deltas, les vents en cyclone, une fois par an, Édith, Hugo, Jeanne, les vents de légende, Zéphyr et Aquilon, et des vents obscurs qui n'ont de nom que dans des gouffres infréquentés. Il ne remarquait pas un petit souffle de campagne tout innommé. Qui apprenait le monde en écoutant là ses frères immenses. Puis il s'élance à son tour au bout de la nuit. Au congrès des vents. Au congrès des vents s'étaient réunis les acteurs de la mondialisation afin d'organiser la gouvernance mondiale. Participaient les vents planétaires, ceux des grandes organisations internationales, mais aussi les souffles puissants qui animent les marchés mondiaux et ceux qui se lèvent avec les nouvelles technologies. Les vents de pays qui les avaient rejoints rappelaient, avec une force très inégale, les particularités propres à chaque État, voire à chacune des grandes métropoles, sans pour autant exclure les vents moins connus des peuples premiers, ni ceux nouvellement organisés des citoyens du monde. Même le petit souffle de campagne tout innommé, autrement dit, le souffle vital qui anime chaque être humain, était venu au congrès des vents, non content d'écouter ses frères immenses. C'est lui qui s'élancera à son tour quand la dispute entre les grands acteurs de la mondialisation conduira à l'échec. C'est lui qui donnera à chacun la force de s'indigner, l'audace de se révolter et peut-être la volonté de prendre en charge l'avenir
de la planète. La dispute des grands acteurs de la mondialisation. Pressés de gouverner le monde, les grands acteurs se disputèrent aussitôt arrivés. Les États, surtout les grandes puissances impériales, voulaient rester les maîtres des vents, acceptant au mieux de se partager ce pouvoir à quelques-uns. G2, G7, voire G20, en écartant le reste du monde. Mais d'autres acteurs étaient candidats au gouvernement du monde, prêts à détrôner ces empereurs auto-désignés. Venus de leurs palais de New York et de Genève, le Grand Conseil, maître de la sécurité et gardien de la paix, et le Grand Secrétaire, chef des fonctionnaires mondiaux, invoquaient eux aussi la légitimité de leurs pouvoirs inscrits dans la Charte des Nations Unies. Mais déjà, le dictateur économique bienveillant, descendu des montagnes de Davos avec son compagnon, l'argent roi, lui disputait la place au nom de l'efficacité, sous le regard critique des envoyés du ciel venus opposer les valeurs spirituelles à la fonction magique des marchés. De leur côté, les gardiens de la terre se mobilisaient, se mettaient en marche d'un bout à l'autre de la planète, qui d'Afrique, qui d'Océanie, d'Asie, d'Amérique ou d'Europe. Craignant d'être ignorés, ils avaient organisé de nombreuses réunions préparatoires bien décidées à défendre tous les sans-droits, y compris les générations futures et les vivants non humains. En arrivant au lieu du congrès, ils s'aperçurent les uns et les autres que le groupe des grands savants, réputés distraits mais doués d'ubiquité, les avait devancés, commençant en silence à gouverner le monde comme ministres des nombres et autres algorithmes et princes des harmonies terrestres et célestes. À entendre les candidats discourir, chacun avait vocation à devenir gardien de l'ordre et de la sûreté de la planète. Et pourtant, au congrès des vents, aucun ne fut élu.
Les médias commençaient à diffuser la nouvelle. Le congrès allait se terminer et l'humanité allait continuer à croître et à se multiplier sans gouvernance et même sans gouvernail. Alors, craignant que toutes les forces nées de la mondialisation se déchaînent les unes contre les autres, le petit souffle innommé osa prendre la parole. Ce que dit le petit souffle innommé. Il commença par dire que le monde n'avait nul besoin d'un maître des vents, car celui qui recevrait cette charge, tel Ulysse, recevant du dieu Éole la garde de l'outre des vents, risquerait soit de perdre tout contrôle et de déclencher des tempêtes, soit de devenir un tyran et de paralyser le monde. Pour transformer les énergies en action, il suffit, dit-il, de faire interagir les forces au travail. Comme il avait assisté à toutes les conférences sur le climat depuis 1992, le petit souffle, qui venait de sa campagne mais commençait à se sentir citoyen du monde, raconta ce qu'il avait vu à Paris en décembre 2015 à l'occasion de la COP 21. Puis, devant le silence attentif des grands acteurs de la mondialisation, il s'enhardit à les interpeller. Dans le monde de l'après-guerre, la promesse de maintenir la paix et la sécurité internationale a été inscrite à l'article 1er de la Charte de l'Organisation des Nations Unies en 1945 et complétée en 1948 par la Déclaration universelle des droits de l'homme qui entendait libérer les hommes de la terreur et de la misère. 70 ans plus tard, que sont ces promesses devenues ? Que sont devenus ces valeurs, ces principes et ces engagements ? Comme les grands acteurs demeuraient silencieux, le petit souffle innommé osa évoquer l'avenir de la planète Terre. Certes, la Troisième Guerre mondiale n'a pas éclaté, mais le XXIe siècle, à peine commencé, a basculé dans la tragédie. Le 11 septembre 2001, l'effondrement des tours jumelles à New York a révélé les faiblesses de la plus grande puissance jamais connue. Ce n'était qu'un signal d'alarme. Désormais, toute la gouvernance mondiale est prête à s'effondrer sous le poids des dérèglements climatiques ou plus largement des crises financières, sanitaires et sociales et du drame humanitaire des migrations. Sans oublier le terrorisme global
et les dérives sécuritaires qui l'accompagnent. À observer l'égoïsme à courte vue de la plupart des acteurs politiques, en commençant par les plus puissants, il devient évident que leur impuissance va croître dans un monde de plus en plus interdépendant. À constater la fragmentation des systèmes juridiques nationaux et internationaux, il devient évident que les fureurs sacrées du terrorisme vont continuer à embraser la planète, conduisant les peuples à s'enfuir et les démocraties apeurées à s'autodétruire en croyant se défendre. Évident aussi que les migrations vont prendre des proportions de plus en plus démesurées et de plus en plus désespérées, que les crises financières resteront permanentes avec leur cortège d'exclusion sociale, à l'image des crises sanitaires et sociales comme la propagation des virus Ebola et Zika. Le petit souffle innommé en vint alors à cette affirmation surprenante que le dérèglement climatique était une chance pour l'humanité. Oui, une chance, répéta-t-il, malicieux. Ajoutant qu'il espérait que ce ne serait pas la dernière chance. Sur ce propos énigmatique, le petit souffle se tut et disparut, façon, espérait-il, de faire comprendre aux acteurs de la mondialisation qu'ils n'avaient pas d'alternative. Ils devaient d'urgence se ressaisir et conjuguer leurs efforts pour réussir à sortir du poteau noir.